Bonjour à tout le monde, je suis Manal Abzlam, un enseignant ici en France. On va continuer avec notre cours qui cherche à vous apprendre comment appliquer un correcteur de type de fonction de transfert dans un microcontrôleur. Nous avons déjà commencé avec ce cours-là, donc après nous avons dit qu'il faut transformer la fonction de transfert en équation de récurrence. Après nous avons dit pour passer de la fonction de transfert aux équations de récurrence, nous avons proposé une procédure qui est composée de 5 étapes. Donc nous avons déjà commencé avec la première étape. Après nous avons dit qu'il faut en fait avoir cette forme factorisée. Voilà, c'est le gain avec un intégrateur. Si on a un intégrateur, et le reste, ou n de z, c'est un polynôme factorisé, et pareillement pour d de z. Donc maintenant, on va commencer avec la deuxième étape. Donc supposez maintenant qu'on a arrivé à cette forme factorisée. Supposez en fait, on a cette fonction de transfert. Donc en fait, pour être appliqué dans un microcontrôleur, on ne va pas considérer tous ces chiffres-là après la virgule. Et pareillement pour ce nombre-là et ce nombre-là. Donc, il faut vraiment déterminer combien de chiffres après le virgule je peux garder pour chaque 0 et chaque pôle. Et en même temps, il ne faut pas en fait perdre une certaine précision. Donc maintenant, on va parler de cette histoire-là, l'histoire de la précision. Supposez en fait, on a une fonction de transfert à temps continu. Donc comme vous voyez là, donc le pôle c'est moins 10. Et sur le plan de S, il est là. Supposez maintenant en fait, moi je vais discrétiser cette fonction de transfert. Et la fonction de transfert à temps discret est donnée par cette relation-là. Et cette relation-là, il considère aussi un bloqueur de droit 0, ok? Où le pôle à temps discret est égal exponentielle PA fois TE, où TE c'est la période d'échantillonnage, ok, et PA c'est le pôle à temps continu. Ok, maintenant, supposez par exemple que la période d'échantillonnage est égale à cette valeur-là, donc on va obtenir ce pôle-là à temps discret, ok. Donc, notre fonction à temps discret est donnée par cette relation-là. Et comme vous voyez sur le plan de Z, là, le pôle à temps discret, il est là. Donc, on peut voir que le pôle à temps continu, il correspond à un pôle à temps discret. Maintenant, supposez-moi, j'ai gardé seulement ici deux chiffres après la virgule. Donc j'ai un nouveau pôle à temps discret, ZA', par exemple, qui est égal à cette valeur-là. Donc ce pôle-là à temps discret, il est là. Il est un peu différent de notre pôle original, qui est là. Vous voyez là, parce que moi j'ai gardé seulement deux chiffres après la virgule. Donc celui-là n'est pas égal à ça. Donc il y a un petit écart entre les deux. Ok? Et maintenant ce pôle-là à temps discret, il correspond à un pôle à temps continu, qui est le PA'. Ce pôle-là ne correspond pas à PA, il correspond à notre pôle, PA'. Vous voyez là? Et toujours, comment j'ai trouvé cette valeur-là? Tout simplement, en fait, on considère toujours la relation qui est, en fait, le pôle à temps discret est égal, exponentielle, le pôle à temps continu fois la période d'échantillonnage. Où je fais le logarithme népérien pour les deux côtés, après je peux trouver ce pôle-là, ok? Donc, qu'est-ce que moi je peux observer là? En fait, je peux observer quand j'ai modifié un petit peu le pôle à temps discret. Comment je l'ai modifié? Je l'ai modifié parce que moi j'ai gardé un certain nombre de chiffres après la virgule. Donc, cet écart-là que j'ai fait ici, sur le pôle à temps discret, ça correspond à notre écart à temps continu. Delta B. Ok? Vous voyez là. Donc, cet écart-là, donc, ça correspond à notre écart à temps continu.
Maintenant, pourquoi en fait moi je parle du lien entre le pôle à temps discret et le pôle à temps continu? Parce qu'en fait, déjà en fait, quand moi je fais la discrétisation, je peux être un petit peu loin du comportement du système à temps continu. Ok? Bah, et quand moi je modifie, bah, je vais être plus loin du comportement que je souhaite. Vous voyez là, quand je modifie ce pôle-là à temps discret là, bah, automatiquement, moi j'ai modifié le pôle à temps continu. Et c'est ça la précision dont je parle. Vous voyez là? Donc, quand moi je fais un écart là, il ne faut pas que cet écart-là dépasse une certaine limite. Et c'est ça la question de précision dont je parle. Maintenant, en fait, si je prends cette expression-là, delta z sur z, c'est comme l'erreur relative. C'est delta z l'écart sur le pôle original est égal à cet écart-là sur notre pôle original. Là. Et ça correspond à une autre erreur relative à temps continu, delta p sur le pôle original. Et c'est ça la précision dont je parle. Il faut que, quand moi je fais une erreur relative ici à temps discret, il ne faut pas que l'erreur relative à temps continu soit supérieure d'une certaine valeur. Et nous avons choisi cette valeur-là, ça peut donner en fait de bons résultats. Okay? Donc cette erreur-là relative à temps discret, il va faire une erreur relative à temps continu. Il ne faut pas que cette erreur relative à temps continu soit supérieure à cette valeur-là. Donc c'est ça la précision. Il faut être précis. On va continuer, vous allez comprendre mieux. Je pense jusqu'à maintenant l'image c'est un peu flou, c'est pas très clair. Je comprends parce que c'est un peu compliqué, mais quand on va proposer plusieurs exemples numériques et quand vous allez travailler avec moi, comment on peut déterminer pour chaque pôle et chaque zéro le nombre de chiffres après le virgule à garder. Donc vous allez trouver vraiment la méthode est très simple. On va arriver au final à une équation à appliquer, toute simple. Et vous allez voir que ça ne dure pas plus de quelques secondes pour déterminer combien de chiffres après virgule pour chaque pôle et chaque zéro. Et maintenant, comment faire? Donc, il faut déjà trouver la relation mathématique entre cette erreur relative-là à temps discret et cette erreur relative à temps continu. Après, on va supposer, comme nous avons dit, que l'erreur relative à temps continu soit inférieure de cette valeur-là. Et en supposant cette équation-là, donc on va déterminer la valeur maximale de cette erreur-là. Et à partir de cette valeur maximale, on peut déterminer combien de chiffres après virgule je peux garder, tout assurant en fait que l'erreur relative à temps continu soit inférieure de cette valeur. Ok? Donc, comment on va trouver cette relation mathématique-là? Donc, tout simplement, on a déjà la relation entre le pôle à temps discret et le pôle à temps continu. Si moi je dérive le pôle à temps discret par rapport au pôle à temps continu, et je fais quelques manipulations mathématiques toutes simples, donc je peux arriver au final à cette relation-là. Comme vous voyez là, en fait, on a PTE. PTE, c'est quoi? C'est vraiment le logarithme népérien de Z. Pourquoi? Parce que Z est égal à quoi? Exponentielle P fois TE. Donc, le logarithme népérien de Z, il est égal à P fois TE. Donc, moi, j'ai mis, au lieu de PTE, j'ai mis le logarithme népérien de Z. Ok? On continue. Comme vous voyez, nous sommes arrivés à cette relation-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est le module de l'erreur relative. Et comme vous savez, en fait, le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc, vous voyez, maintenant, le module de l'erreur relative à temps continu est égal à quoi? 1 sur le module du logarithme népérien de Z fois le module de l'erreur relative à temps discret. Juste faites attention ici, entre les parenthèses du logarithme, où on ne va pas prendre le module de Z. Au Z, ça peut être un nombre réel négatif ou ça peut être un nombre complexe. Donc il n'y aura pas de souci parce que le logarithme d'un nombre négatif, ça peut donner un nombre complexe. De toute façon, on va calculer ici le module.
Comme vous voyez maintenant, nous avons trouvé vraiment la relation entre l'erreur relative à ton continu et l'erreur relative à ton discret. Maintenant, on va proposer que l'erreur relative là, à ton continu soit inférieure de cette valeur-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons cette valeur-là qui est égale à ça, soit inférieure de 0,05. Avec une petite manipulation mathématique, je peux arriver à cette relation-là. Donc moi, j'ai déterminé la valeur maximale de cet écart-là. Donc maintenant, comment on va appliquer cette relation-là? On va voir ça dans la prochaine vidéo. On va proposer plusieurs exemples. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais expliquer comment appliquer cette équation-là pour déterminer combien de chiffres après virgule je peux garder pour chaque pôle et chaque zéro. Comment moi je peux appliquer cette équation-là. Et de plus, on va vous apprendre comment faire l'adaptation du gain statique. Parce que nous avons modifié les zéros et les pôles et nous avons modifié alors automatiquement le gain statique. Donc il faut faire une adaptation du gain. On va faire l'adaptation du gain avec quelques exemples numériques, ne vous inquiétez pas pour ça. Je m'arrête ici pour cette vidéo. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Attendez-moi pour les prochaines vidéos. On va continuer avec cette deuxième étape. Et merci de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne de YouTube pour aider la chaîne et pour ne pas aussi rater aucune vidéo où je peux mettre en ligne. À bientôt. Merci pour votre attention et à bientôt.